Merci de nous rejoindre. Voyons ensemble tout de suite le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, la cérémonie de levée de corps de l'ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Charles Kofi Dibi à la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Cérémonie en présence du président de la République Alassane Ouattara. La dépouille de Charles Kofi Dibi sera ensuite emmenée dans la région de la Maraoué. Toujours en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre de la phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique à cycle combiné au gaz d'Azito. Les travaux ont été lancés récemment par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, projet estimé à 220 milliards de francs CFA. Enfin, la République démocratique du Congo frappée par le coronavirus. Un premier cas a été enregistré hier. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir cet après-midi au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges auront lieu en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Beaucoup d'émotions ce matin à la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau où s'est déroulée la levée de corps de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Charles Kofi Dibi, cérémonie religieuse en présence du président de la République Alassane Ouattara. La dépouille de l'ancien président du CESEC, Charles Kofi Dibi, sera ensuite emmenée dans la région de la Maraoué. C'est un reportage de Jérôme Kofi Aboula. Ils sont nombreux à se rendre ce mercredi dans la matinée à la cathédrale Saint-Paul, 6 au Plateau. Ce sont des hommes et des femmes, pour la plupart des personnalités politiques, administratives, religieuses, civiles et traditionnelles. Personnalités au nombre desquelles le président de la République, Alassane Ouattara, venu accompagné de son épouse Dominique Ouattara pour la cérémonie de levée du corps de Charles Dibi Kofi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'illustre disparu a été pour la circonstance élevé à titre posthume au grade de grand officier de l'ordre national. Une messe de requiem a par la même occasion été dite en l'honneur de l'ancien haut serviteur de l'État. Charles Dibi Kofi est décédé le 7 décembre dernier des suites d'une longue maladie. Sa dépouille sera mise en terre samedi prochain à Akangue-Sankro, Pakwabo, village natal du défunt, dans le département de Bouaflé. Actualité, pourquoi une révision de la Constitution ivoirienne? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, était récemment devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales pour expliquer ce projet de révision de la Constitution. La Commission, de son côté, a donné son quitus pour la plénière au Sénat. À noter 13 voix pour et 3 voix contre. Les précisions dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, qui a à ses côtés le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koné, est à l'épreuve de l'exposé des motifs sur le projet de loi portant sur la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle a porté sur quelques axes très importants, portant sur le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et des cas de clarification, d'ajustement et de reformulation de dispositions. Concernant le pouvoir exécutif, il s'agissait pour nous de porter à la connaissance des sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales la quintessence de la révision constitutionnelle portant sur le statut du vice-président. Dorénavant, conformément à cette nouvelle disposition, le vice-président ne sera pas un élu, mais il sera choisi par le président de la République en accord avec le Parlement. Pour ce qui est du
dispositif législatif qui a été touché, c'est celui relatif à la continuité parlementaire. Il s'agissait, pareillement par rapport à ce qui se fait pour l'exécutif, parce que l'article 59 prévoit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du président de la République élu. Ici, il s'agit de dire que les députés et les sénateurs restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Parlement soit élu. Pour ce qui est du dispositif concernant le pouvoir judiciaire, il s'agissait de consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Enfin, on a touché à quelques dispositions qu'on a eu à clarifier, à ajuster, à reformuler pour rendre le dispositif constitutionnel plus cohérent et plus lisible. Un grand oral qui a séduit 13 sénateurs sur les 16 membres de la commission. En définitive, le but visé reste de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution qui accompagne le pays dans sa quête perpétuelle de paix, source de développement. Il s'agit de rendre cette constitution plus flexible et surtout de l'ajuster et de faire en sorte qu'il y ait une saine mutation de la constitution du 8 novembre 2016. Le 11 mars, l'ensemble des sénateurs réunis en plénière se prononcera sur le projet de loi portant sur la révision constitutionnelle avant son grand bond vers l'Assemblée nationale. Élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire, la contribution de l'Union européenne. C'est le thème de cette rencontre qui a réuni les journalistes membres de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les échanges ont eu lieu hier à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. L'ambassadeur européen Jops von Kirchmann a réaffirmé l'engagement de l'Europe à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. Le point, Issa Yeo. Jops von Kirchmann à la Maison de la Presse au Plateau. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était l'invité du Press Club de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le thème de ce rendez-vous, élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire, la contribution de l'Union européenne. Il était important que pour une année électorale du 2020, il fallait marquer le coup en invitant un tel invité d'envergure. C'était important. Voilà. Tous les Ivoiriens, autant qu'ils sont, quelle que soit leur origine, ils veulent que ces élections soient apaisées. Et qui d'autre est mieux placé que le représentant de l'Union européenne pour discuter de cela avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Rapport de l'ambassadeur de l'UE avec les autorités ivoiriennes et la société civile. Financement des projets en Côte d'Ivoire et bien d'autres sujets ont été l'occasion pour l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, dans un discours franc, d'expliquer le rôle de son institution en terre ivoirienne. Nous, forcément, on contribue à plusieurs niveaux. On contribue avec la société civile et financièrement pour amener les gens à pouvoir participer activement dans les élections. Après, on s'inscrit bien sûr aussi dans l'observation électorale, dont on va la mission d'évaluation qui va venir en juin. Et bien sûr aussi sur un plan diplomatique, avec des discussions qu'on a avec tous les acteurs, donc aussi bien le gouvernement que l'opposition. La non-candidature du président de la République Alassane Ouattara pour un nouveau mandat et l'octroi d'un siège supplémentaire à l'opposition à la CEI, Commission électorale indépendante, sont des signes d'apaisement selon l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire dans le processus électoral. Je disais qu'il a donné un signal. Parce qu'il y a des gens qui interprètent ça d'une manière ou d'une autre manière. Et je disais c'est un signal positif. Ça a donné une boule d'air dans un processus électoral. J'espère que d'autres partenaires, d'autres partis vont aussi avoir cette approche des signaux positifs dans un processus électoral. Et c'est cela qui va faire qu'on rentre dans un cercle vertueux et qu'on arrive réellement à des élections apaisées. Jops von Kirchmann a mis à profit cet oral pour indiquer que le rôle de l'Union européenne
n'est pas de faire intrusion dans le processus électoral, mais de l'accompagner sans être des donneurs de leçons. Pour l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, son institution est au service de tous les acteurs de la politique ivoirienne. Deuxième titre de cette édition, la mise en œuvre de la phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique à cycle combiné au gaz d'Azito. Ces travaux ont été lancés récemment par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. Ce projet, qui vise à satisfaire davantage les besoins nationaux, est estimé à 220 milliards de francs CFA. Les explications de Lansina Bakayoko. Cette phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito verra la construction d'une nouvelle unité à cycle combiné à gaz et à vapeur de 253 MW dotée des dernières technologies en matière d'efficacité énergétique, ce qui portera la capacité de production de la centrale à 710 MW. Ce nouveau projet s'inscrit dans la trajectoire d'amélioration continue du parc de production. La mise en service de la phase 4 du projet Azito, d'un montant total de 220 milliards de francs CFA, est fortement attendue par le gouvernement ivoirien et par les populations. Et nous avons convenu lors des échanges que le premier mégawattheure devait être disponible à partir de 2021. L'objectif étant d'atteindre 4000 MW au cours des prochaines années. La réalisation de cette unité à cycle combiné mobilisera au moins 2000 emplois avec un accent particulier sur la promotion des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Il est question de donner plus de vigueur au programme social du gouvernement. Dans le secteur de l'énergie, ce programme se décline en 3 principales mesures, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale PRONER, la vulgarisation du programme électricité pour tous et la réduction de 20% du tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. S'agissant du programme national d'électrification rurale, au cours de l'année 2019, ce sont 919 localités en Côte d'Ivoire qui ont été électrifiées. Concernant le programme électricité pour tous, ce sont 203 018 branchements qui ont été réalisés. En ce qui concerne la réduction de 20% du tarif, ce sont 1 million de ménages qui en ont bénéficié au cours de l'année 2019. Cette phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito est financée par un consortium de bailleurs de fonds internationaux. À ce jour, la puissance installée de la Côte d'Ivoire est de 2229 MW. Une délégation d'hommes d'affaires portugais était récemment en Côte d'Ivoire. Ces chefs d'entreprise ont été reçus le 9 mars dernier par le ministre des Affaires étrangères. Marcela Montano les a rassurés sur le climat des affaires dans le pays. Les détails, Moussa Konaté. Derrière cette poignée de main, l'espoir pour des milliers de personnes en Côte d'Ivoire de bénéficier d'au moins un repas par jour. Les associations et ONG d'aide aux personnes en situation de précarité et enfants manquant de nourriture vont renforcer leurs actions sur le terrain grâce au partenariat signé entre la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire et le géant français de la distribution Carrefour. On fait un total de 300 petits déjeuners par jour, donc 5000 petits déjeuners tous les mois. Ce partenariat sera vraiment salvateur pour nous parce que grâce à eux, on aura des denrées alimentaires qui vont nous permettre d'aller encore vers d'autres écoles qui sont venues vers nous parce qu'il y a un réel besoin. Nous avons des cas souvent, mais comment répondre à leurs besoins basiques? Mais nous pensons que c'est une équité qui est élevée par rapport à cette opportunité que nous avons faite et nous en sommes très réjouis. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire et son partenaire de la grande distribution s'engagent à une franche et durable collaboration. Désormais, les produits alimentaires, mais destinés au rebut ou sortis des rayons de vente, seront acheminés à la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. À charge pour cette banque de les redistribuer aux associations et ONG partenaires au bénéfice de ces milliers de personnes frappées par la précarité et ces millions d'enfants malnutris ou gagnés par la faim. Nous avons une logistique suffisante et des partenariats avec des sociétés ivoiriennes qui nous accompagneront lorsque les quantités pourront devenir hors de portée pour la banque alimentaire, le temps que nous puissions nous-mêmes organiser et agrandir notre parc. Ce sont au moins 100 000 personnes à Abidjan qui vont retrouver le sourire et la joie d'obtenir de la nourriture. Et dans le très court terme, plus de 500 000
pour l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire grâce à ce partenariat. Un autre pas de géant dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Voilà, c'était un reportage de Eugène Atoubé portant sur la création en Côte d'Ivoire d'une banque alimentaire. Vous l'avez suivi, cette structure va apporter de l'aide aux personnes vulnérables, aux individus en situation de précarité et aux enfants qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Je vous l'annonçais, une délégation d'hommes d'affaires portugais était récemment en Côte d'Ivoire. Ces chefs d'entreprise ont été reçus le 9 mars dernier par le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano. Ces hommes d'affaires portugais exercent dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, de la technologie, de l'agro-industrie et le commerce. En prospection en Côte d'Ivoire, ils ont eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères. Et nous sommes en phase d'essayer de trouver des possibilités de négoce et de développement d'activités en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de pouvoir louer des futurs partenariats possibles et pouvoir répondre bien sûr aux nécessités du marché ivoirien dans le domaine de l'hygiène, de la détergence, de la désinfection, des solutions globales d'hygiène. La Côte d'Ivoire a un énorme potentiel agricole de plus de 2 millions d'hectares de sol arable et donc qui n'est pas exploité. C'est une opportunité qu'on a choisi d'essayer de saisir, non seulement comme agriculteurs, comme agro-industriels que nous sommes. Mais... Durant leur séjour, la délégation d'hommes d'affaires portugais va aussi rencontrer le patronat ivoirien, le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et d'autres opérateurs économiques ivoiriens. La mobilisation des recettes intérieures en Côte d'Ivoire, un défi pour la Direction générale des impôts. Il s'agit d'atteindre 2 700 milliards de francs CFA pour cette année 2020. Alors, quelles actions et innovations ont été mises en place pour atteindre cet objectif? Les explications de Jean-Louis Gbangbo. L'amélioration de la performance fiscale constitue l'un des défis de développement de la Côte d'Ivoire. Lors de la traditionnelle réunion bilan de la Direction générale des impôts à Yamoussoukro en janvier dernier, c'est un objectif de recette de 2 716 milliards de francs CFA qui a été assigné à cette régie financière pour le compte de l'année 2020. Le défi est d'autant plus grand que cet objectif est en hausse de 409 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2019, un objectif qui du reste n'avait pu être atteint. Vous avez globalement certains secteurs qui sont un peu sinistrés. C'est un peu le secteur de l'EVA, du palmier à huile. Et nous avons certains secteurs qui étaient gros porteurs, comme le secteur des télécommunications, le secteur des banques, des assurances, qui enregistrent un repli ces dernières années. 2 306 milliards de francs CFA, c'est ce qui a pu être collecté par la DGI en 2019. Ce montant reste pour les autorités ivoiriennes une part infime du potentiel fiscal du pays. Quand on regarde le niveau de déficit budgétaire, il est inférieur au potentiel que nous avons. Donc ça veut dire que si chacun joue le jeu en Côte d'Ivoire, on n'aurait même pas besoin d'emprunter un franc à l'extérieur. Seulement, les performances fiscales ne reposent que sur les banques, le commerce et les télécommunications. Les objectifs de recettes assignés à la DGI devraient tout de même connaître une hausse les années à venir. Ceci pour soutenir le niveau de croissance du pays. C'est le sens même de l'évolution de notre économie. En 2012, nous avions un produit intérieur brut qui était de l'ordre de 13 000 milliards de francs CFA. En 2022, ce produit intérieur brut sera de 33 000 milliards de francs CFA. Donc on va avoir une économie qui va afficher des besoins financiers extrêmement importants. Le secteur tertiaire, qui fournit à lui seul plus de 33% des recettes, reste un atout de poids. Mais cette situation semble montrer aujourd'hui les limites de l'administration fiscale. Cela incite à une nouvelle orientation, l'élargissement de l'assiette fiscale. Comme on sait que l'activité économique se développe, ça suppose que les activités qui existent, qui ne sont pas encore prises en compte. L'élargissement de l'assiette va consister donc à la prise en compte de tous ceux qui exercent ces activités-là et qui ne sont pas encore dans nos fichiers. Cela se fait à travers un certain nombre d'opérations. Premièrement, on procède par ce qu'on appelle le recensement. Le recensement qui veut être ciblé, c'est-à-dire qu'on va dans une zone, on essaie de répertorier l'ensemble des opérateurs économiques et ceux qui ne sont pas déjà imposés, on les incorpore dans nos fichiers. Élargissement de l'assiette fiscale qu'il faut surtout distinguer de la création de nouveaux impôts ou d'une quelconque pression fiscale. Aujourd'hui, vous avez des secteurs
qui sont connus, qui travaillent au grand jour, qui déclarent et payent leurs impôts. Et vous avez au noir d'autres personnes qui exercent dans le même secteur d'activité qui ne payent pas d'impôts. Donc notre rôle, c'est de traquer toutes ces personnes physiques ou morales qui travaillent au noir, qui ne sont pas déclarées, afin de les ramener donc au grand jour et les amener également à payer normalement leurs impôts. Donc l'élargissement de l'assiette, bien au contraire, devrait s'accompagner d'une baisse de la pression fiscale sur toutes les entreprises du secteur moderne. Renforcer la capacité de recouvrement de la DGI, tel est surtout le principal défi à relever. Au cœur du séminaire de Yamoussoukro, où d'importantes réformes ont été annoncées pour les prochains mois. Nous avons des exonérations d'impôts en faveur des contribuables qui investissent dans le secteur du développement et de l'innovation technologique. Nous avons également des mesures d'exonération et d'allègement en ce qui concerne les contribuables qui investissent dans le secteur pharmaceutique pour booster la production de médicaments en Côte d'Ivoire. Des innovations et exonérations en faveur des entreprises pour susciter le paiement de l'impôt. Également, une sensibilisation pour les non-assujettis. Pour ces derniers, une mesure spéciale est prévue, assortie tout de même de sanctions. Lorsqu'une entreprise n'est pas connue de l'administration fiscale, si elle vient se déclarer avant le mois d'avril 2020, cette entreprise-là, ne fera pas l'objet de poursuites en matière de pénalités ni de rappel de droits. Si ces contribuables-là se font prendre maintenant sur le terrain, alors ces contribuables feront l'objet de rappels de droits et de sanctions. Outre le civisme fiscal, l'autre combat que va s'atteler à mener la DGI pour accroître sa rentabilité, c'est la simplification du cadre fiscal. Il faut qu'on travaille sur le cadre, que par nature des revenus du contribuable, il y ait un certain type d'imposition, de taux, et qui soit clair et simple pour tous. Une réforme du cadre fiscal qui est passée par la modernisation des outils de collecte. La digitalisation est perçue comme l'une des principales causes de l'accroissement des recettes fiscales. Les outils de digitalisation ont permis à la DGI de renforcer ses moyens de recouvrement et évidemment, chaque année, de plus en plus, nous avons des taux de progression. Même si les prévisions n'ont pas été atteintes, la DGI a collecté pour 2019 157 milliards de francs CFA en plus par rapport à l'exercice précédent. Les outils modernes de collecte ont permis notamment de réaliser des gains de 44 milliards de francs CFA sur la TVA, 27 milliards sur l'impôt sur le traitement des salaires ou encore 26,3 milliards de francs CFA sur les droits d'enregistrement café-cacao. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire doit être plus propre. Le pays a donc initié une activité communautaire intitulée Opération Grand Ménage. La 37e édition aura lieu le 14 mars prochain dans le district d'Abidjan. À noter que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a invité les entreprises publiques et privées à s'engager dans la réussite de cette opération. Grace Kando. Lancée par le gouvernement il y a 3 ans, l'opération Grand Ménage consiste à amener les populations à s'engager volontairement dans l'amélioration de leur cadre de vie. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité veut impliquer désormais les structures publiques et privées dans cette activité qui se tient le premier samedi de chaque mois. Pour la 37e édition prévue le 14 mars prochain, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI est chargée de piloter l'opération. Nous allons mobiliser nos collaborateurs le jour de l'opération Grand Ménage. En plus de ça, nous allons contribuer donc en donnant des moyens matériels pour participer au nettoyage. Donc ces moyens pourront servir à la fois le 14, mais également lors d'autres éditions. Et enfin, nous allons participer à la sensibilisation à travers donc nos différents collaborateurs, leur communauté, parce que chacun d'entre nous peut toucher 10, 20 personnes. Nous sommes ici aujourd'hui pour permettre à la SODECI de s'affirmer, d'affirmer son engagement, de sensibiliser tous ses agents et de faire en sorte que partout à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, ils soient des ambassadeurs de la salubrité. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la SODECI ont été faits ambassadeurs de la salubrité. En termes d'acquis, 36 mois après le lancement de l'opération Grand Ménage,
L'on enregistre l'installation de 400 comités locaux de salubrité, la participation des comités de gestion des quartiers au grand ménage et la remise de matériel de salubrité à 15 régions du pays. Dans l'actualité nationale également, la toute première journée interécole de la technologie et de la télécommunication. Événement organisé par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Environ 600 étudiants des universités et grandes écoles ont assisté à cette rencontre. Des festivités à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans la commune de Marcory. La promotion 2017-2019 des maîtresses et maîtres d'éducation physique et sportive a été baptisée promotion Ahmed Bakayoko, du nom du ministre d'État, ministre de la Défense. 176 étudiants, dont 20 jeunes femmes, ont reçu leur diplôme. Stéphane Loboué et Franck Quadio. Des étudiants en fin de formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, heureux de devenir des fonctionnaires de l'État. Ils sont désormais maîtres et maîtresses d'éducation physique et sportive EPS spécialisés dans l'administration sportive. C'est un sentiment de joie, un grand bonheur pour moi et pour ma promo. Nous sommes des administrateurs, mais nous devons être aussi sur le terrain pour galvaniser vraiment tous ceux qui n'aiment pas le sport. Baptisé promotion Ahmed Bakayoko du nom du ministre d'État, ministre de la Défense, la promotion 2017-2019 des maîtres et maîtresses d'EPS est appelée à faire du sport un levier du développement. Vous avez la lourde responsabilité de faire en sorte que le sport, en tant que maître et maîtresse d'EPS, à l'intérieur de notre pays, dans les directions régionales, les directions départementales, vous devez faire vivre l'idéal de paix à travers le sport. Sachez que ce que vous avez reçu ici n'est qu'une formation, je dirais, théorique. La vie active, la vie professionnelle, c'est autre chose. Soyez humble, à l'écoute des autres. Soyez disponible pour les autres. Ne dites pas que vous savez tout. 3 années de formation assidue, de quoi manifester leur reconnaissance. 2 vélos pour la pratique du sport remis donc au ministre d'État Ahmed Bakayoko représenté, mais aussi à Paulin Danho-Claude, ministre des Sports. Ils ont été faits membres d'honneur de l'Association des artisans de paix pour la Côte d'Ivoire, une association tenue par les étudiants de l'INJS pour parler de paix par le sport. Culture, la grande messe du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, se poursuit jusqu'au 14 mars prochain et c'est avec une grande joie que les nombreux visiteurs découvrent les danses, musiques et modes africaines. On en parle avec Franck Quadio. Massa 2020, c'est le rendez-vous de l'art. Concentration pour les artistes en toute tranquillité. Ambiance bercée par le balafon. Voici un restaurant pas comme les autres. Des personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à converser autour d'une soupe chaude sur des sujets de société. Une très bonne expérience. Oui. C'était quoi comme sujet de discussion? On a choisi le terrorisme, un fléau qui touche tout le monde et partout, qui frappe partout. Qu'ils apprennent, malgré qu'ils ne se connaissent pas, à donner leurs idées de manière très respectueuse, mais d'être engagés dans la conversation. Et à la fin de tout ça, on prend un portrait des 2 protagonistes et ils inventent une petite phrase pour sceller le tout. Et ces portraits-là rejoignent des milliers de portraits qu'on a fait de partout dans le monde en voyageant. Et on a vraiment envie de continuer cette aventure. Le concept est parti du Canada, pays à l'honneur pour ce Massa 2020. Il gagne le monde à travers ce type de manifestation. L'idée est de favoriser les dialogues des cultures. À ce propos, il faut tendre bien l'oreille. C'est l'appel du djembé. Au marché du Massa, il y a de tout, des épices, du costume, de la création artistique venue des 4 coins de l'Afrique. Il y a même des parures. L'esthétique, bien pour le corps. Il y a aussi la lecture qui irrigue l'esprit. Un homme, 2 fois ma taille avec les muscles d'un catcheur, nous accosta. Ma particularité, c'est que quoi? C'est que je vois une image, je vois n'importe quoi,
un dessin et à partir de ça, je crée une histoire. Lire pour passer des messages avec un brin d'humour souvent. Le stand du célèbre Adama Daiko et aussi celui de son voisin le maréchal Zongo qui lui parle d'immigration pour son prochain spectacle au Massa. De tout, pour tous et pour tous les goûts, de quoi séduire les visiteurs. Je vis aux États-Unis depuis 20 ans et ça me donne un peu plus de souvenirs. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa prend fin le samedi 14 mars. Enfin, la République démocratique du Congo, autre pays africain frappé par le coronavirus. Les autorités congolaises ont en effet confirmé hier un premier cas. Le malade est un ressortissant congolais de 52 ans, résident en France et entré récemment en RDC. Merci de nous avoir suivis.